nous allons passer aux questions. Merci à tous ceux qui posent des questions via le chat. Je vais essayer de m'en faire l'écho dans un instant. Si dans la salle, vous avez vous aussi des questions, vous voyez, il y a 2 personnes qui s'avancent sur le devant de la scène. Elles vont prendre des micros, vous levez la main et vous posez vos questions. Vous vous présenterez. Nous essaierons d'y répondre. Je vais poser la première, puisque c'est moi qui ai le micro, pour Madame Kersbulk. Si j'ai bien compris, il y a aujourd'hui un consensus, une littérature assez importante sur les effets sur la santé de ces composés semi-volatiles. Vous travaillez sur les VLEP, les VGAI, les valeurs limites, mais il n'y a pas à proprement parler aujourd'hui de réglementation concernant les semi-volatiles. Oui, effectivement, il n'y a pas de réglementation spécifique pour ce type de composés. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, hein, mais est-ce que c'est amené à évoluer ? C'est simplement qu'on n'a pas encore, comme M. Langlois nous l'a dit tout à l'heure, de techniques précises pour mesurer ces semi-volatiles, en tout cas pas suffisamment. Est-ce que c'est simplement, il faut laisser le temps au temps ? Est-ce que ça va venir ? Alors après, l'ANSES travaille sur ces questions-là. Alors souvent aussi avec une vision large, à la fois l'exposition de la population générale et des travailleurs, et n'a pas forcément aujourd'hui décliné des valeurs limites d'exposition professionnelle pour des substances de type semi-volatile, mais on peut imaginer que ce genre de questions pourrait être posées à l'agence et répondre à un besoin de réglementation. Cette journée technique, en tout cas, elle est faite pour qu'on prenne conscience de cela, de ce que sont les semi-volatiles, où ils sont et les conséquences sur la santé. D'ailleurs, Eddy Langlois, est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande particulière des préventeurs de la médecine du travail sur des méthodes que vous nous avez présentées, des méthodes de caractérisation de ces semi-volatiles ? Alors oui, il y a une demande qui est assez forte sur certaines substances. Je pense d'ailleurs que les présentations qui seront faites par la suite de travaux faits par certains industriels vont le prouver. C'est effectivement, on a travaillé très en amont avec eux pour à la fois mettre au point des méthodes et évaluer le risque de manière assez fine. Et je crois que sur certains domaines, certaines substances qui sont beaucoup utilisées, on a beaucoup parlé des brouillards d'huile aussi, on a une attente qui est extrêmement forte de la part à la fois de la profession et des préventeurs dans ce domaine. Madame Géant, cet après-midi, nous présentera d'ailleurs un nouveau prototype, une nouvelle recherche que vous avez fait dans vos laboratoires sur ces sujets. Alors, je vais poser quelques questions qui arrivent sur le chat. Question de Madame Demortière, je pense que c'est pour Monsieur Bémer. Que pensez-vous des compteurs de particules avec installation de dispositifs PM10 ou PM2.5 ? C'est très précis. Et je veux une réponse très précise. Écoutez, j'ai la pression, mais effectivement, c'est donc dans un objectif, j'imagine, de mesure de la qualité de l'air intérieur, pas en sortie de process, par exemple, parce que les deux possibilités sont envisageables. Si je prends l'exemple des brouillards d'huile, un compteur optique peut être un outil particulièrement intéressant pour caractériser la phase particulière, oui. Voilà. Question de Daniel Leroy. Le choix du filtre et de l'absorbant est-il important ? Si oui, comment se fait le choix ? Alors, le choix du filtre en matière de protection, c'est-à-dire qu'effectivement, pas pour le prélèvement. Si je reprends encore les brouillards d'huile, effectivement, vous allez avoir un piégeage des particules liquides sur le média filtrant, mais du fait de ses propriétés de volatilité, vous allez avoir un relargage de vapeur en aval, donc une réalimentation de l'air du lieu de travail en vapeur, quoi. Donc effectivement... mais ça, c'est inhérent à tous les types de filtres et il n'y a pas vraiment de filtres qui empêcheront ça. Comment est-ce qu'on fait le choix ? Eh bien, en fait, on va faire un choix pour l'arrêt de la phase particulière. Donc, il y a des médias plus ou moins performants. Mais après, pour le phénomène de relargage de la phase vapeur, tous les filtres vont relarguer. Donc après, il faut envisager d'autres techniques de piégeage de ces vapeurs. Ça peut être de l'absorption, etc. Mais voilà, les choses ne sont pas simples et en général ne sont pas mises en œuvre classiquement. Alors, question toujours pour vous, de Madame Beignet, très court. Vous avez dû être particulièrement clair, mais voilà, il y a eu d'autres questions. Une étude a été réalisée pour le procédé d'extrusion, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Pour le procédé d'injection, est-ce qu'il a été étudié aussi ?
Merci pour votre question, Madame Beignet-Trécourt. Eh bien, écoutez, là, je ne peux pas répondre. Là, je ne sais pas. Là, je n'ai pas d'éléments. Alors, Sylvie Godefroy, je vous pose la question telle qu'elle est posée. Lors de l'application de peinture par pulvérisation automobile ameublement, il y a formation d'un aérosol vapeur-particule liquide. Cependant, l'eau et les solvants présents sont volatiles, jusque-là on est d'accord. Dans ce cas, les aérosols ne sont pas considérés comme semi-volatiles. Est-ce que le raisonnement est bon? Ça, c'est peut-être pour vous, madame. Je vous poserai le reste de la question, madame Thomas. Je vous la répète, la question? Oui, je veux bien, oui. Alors, attention, concentration. Lors de l'application de peinture par pulvérisation, dans l'automobile, dans l'ameublement, il y a formation d'un aérosol vapeur-particule liquide. On est d'accord sur ça? Oui. Cependant, l'eau et les solvants présents sont volatiles. Dans ce cas, les aérosols ne sont pas considérés comme semi-volatiles. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Alors, je pense que dans les mélanges, il doit y avoir déjà des composés semi-volatiles pour former cet aérosol. Et oui, l'eau va sûrement partir en phase gazeuse, mais ça va dépendre aussi des conditions environnementales et aussi des propriétés chimiques des molécules. Certaines molécules vont être hygroscopiques et vont garder l'eau. Donc, c'est vrai que quand on est face à des mélanges de molécules dont on ne connaît pas forcément la composition, on peut se retrouver avec certaines surprises. Alors, il y a une question qui est dans la question, mais qui est plutôt pour M. Bémer. Maintenant, si le raisonnement est bon, le prélèvement présente les mêmes contraintes que les aérosols semi-volatiles, valeur et particules. Est-ce que ça, c'est bon comme raisonnement? Là, on est plutôt dans le domaine des mesures d'exposition. Ah, c'est pour M. Langlois. Je pense que ce serait plutôt à Eddy de répondre. On passe la patate chaude à l'expert d'à côté. Voilà. Alors, je veux juste préciser aussi par rapport à la question précédente, effectivement, il y a une notion supplémentaire que je n'ai pas évoquée là parce qu'elle fait appel à peut-être des notions théoriques un peu plus importantes et les travaux ne sont pas encore consensuels. Il y a la notion de temps de vie d'une particule qui est important à prendre en compte parce que même l'eau, effectivement, même si c'est un composé volatile, ça peut se trouver sous forme de gouttelettes. C'est le cas des peintures ou des solvants, des composés volatiles mais qui vont se trouver sous forme de gouttelettes. Et la question est vraiment le temps de vie de la gouttelette dans l'air. Si c'est effectivement inférieur à la seconde, on peut considérer que ça ne sert à rien de prélever le semi-volatile. Si c'était ça la question, si on va être supérieur à quelques secondes, dans ce cas-là, évidemment qu'il faut prendre également le solvant ou l'eau dans la contribution à l'aérosol semi-volatile. Alors par contre, pour la deuxième question, vous pouvez la répéter? Vous voulez que je la repose en entier? Oui. Je vous remercie. Donc, la première question était de savoir si on avait bien affaire à des semi-volatiles ou non. Alors, si ce sont bien des semi-volatiles, le prélèvement présente, si ce sont bien des solvants, le prélèvement présente les mêmes contraintes que les aérosols semi-volatiles, vapeur et particules. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ce que je disais. Alors, c'est le cas. Alors aussi, ce que je voulais préciser, c'est que et effectivement, la question qui a été posée sur la filtration, ce que j'ai présenté pour le prélèvement est vrai aussi pour la filtration. L'échelle est différente, ce que disait Denis, mais on a le même type d'évaporation. Et on a beaucoup de méthodes comme celle avec les solvants où on est obligé de collecter quand même la vapeur sur le filtre, c'est important, les particules, sur le filtre, et à la fin du prélèvement, on va plus rien retrouver du tout. C'est-à-dire que tout va se retrouver sur le matériau adsorbant. Mais si on ne collecte pas la phase particulière, on passe à côté, effectivement, on va sous-estimer l'exposition, et y compris dans ces composés, dans ces solvants qui sont plutôt sous forme de vapeur habituellement. Non, question que beaucoup doivent se poser. Merci Anne Resgui de l'avoir posée. Les coûts des techniques de mesure des aérosols semi-volatiles en lieu de travail, ça coûte combien? Elle est cash, la question. On n'aime pas trop parler de coûts quand on parle de santé au travail. Mais je dirais que, vous avez vu, c'est de la mise en œuvre de matériel classique pour l'évaluation. C'est des dispositifs, alors peut-être combinés, mais c'est les mêmes types de dispositifs que pour des gaz ou des particules. Je dirais la gamme de prix, en tout cas, identique à de l'évaluation classique. Question de Laurent Desronnes. Alors il me dit pour M. Bémer, dans le cadre des impressions 3D, est-ce qu'on retrouve de manière systématique les mêmes AOS en fonction des typologies de plastique utilisées? Et si oui, est-ce qu'il existe un référentiel qui identifie ces substances? Existe-t-il un normatif de mesurage disponible? Il y a 3 questions. Alors, sur le plan chimique, non, effectivement, il va y avoir des choses très différentes en fonction des composés utilisés. Par contre, on retrouve des similitudes et des constantes dans les publications sur la granulométrie des particules émises. Effectivement, on est toujours dans des gammes de taille de nanoparticules, particules ultra fines, inférieures à 300 nanomètres. Alors, une grande diversité chimique, mais par contre, effectivement, des choses toujours assez stables sur le plan granulométrique.
Donc pas de référentiel. Pour moi, pas connaissance de référentiel. Et donc pas de normatif de mesurage disponible du coup. Non. Ouais. S'il y a des questions dans la salle, vous n'hésitez pas, hein, parce que là je relais les questions du chat, mais vous êtes là, vous avez aussi la priorité, vous levez la main et on vous amène un micro. Je regarde. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça tombe bien parce que moi, j'en ai encore beaucoup. Toujours Monsieur Deronne, mais pour Monsieur Langlois cette fois-ci. Dans le cadre de la mesure des isocyanates, quels sont les isocyanates les plus courants mesurés? Est-ce qu'on distingue tous les isomères? Pour le CIP10, quelle est la limite de détection des isocyanates? J'en ai encore une, attendez. Sachant qu'il s'agit d'agents qui réagissent très vite, quelles sont les préconisations pour un pilotage efficace du process de mesurage afin d'être sûr d'en capter? Voilà. Alors, oui, il y a beaucoup de questions. Pour les isocyanates, on va doser tous les monomères, hein, HDI, MDI, TDI. Donc, comme la question est posée, je réponds par je pense que la personne comprendra. Sur le temps de contact, effectivement, ça c'est une donnée essentielle quand on valide les méthodes. Il faut que le temps de contact soit suffisant pour faire réagir toutes les substances. Et effectivement, ça c'est une donnée sur laquelle on travaille beaucoup quand on met au point la méthode. Et alors il y avait une deuxième question au milieu. Est-ce qu'on distingue tous les isomères? Alors on les distingue, oui, parce qu'on les collecte, mais après on fait une analyse classique par HPLC comme sur un filtre, et donc on est tout à fait capable de les distinguer, effectivement. Sur le CIP, sur le CIP10, oui. D'accord, oui. très bien. On les analyse pareil que sur un filtre. Monsieur Derome, je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, redites-moi dans le chat. La limite de détection, pardon. Ah oui, la limite de détection. Tout à fait, oui. Alors, par le chat, on donnera, parce que là, je n'ai pas les valeurs en tête, mais effectivement, on descend très très bas sur les isocyanates. Je n'ai pas les valeurs, et notamment, je sais qu'il y a éventuellement une évolution de la valeur limite, justement, qui va être abaissée. Cette méthode a été développée pour pouvoir respecter ces futures valeurs limites. Voilà. Donc, on pourra répondre dans le chat sur ces valeurs. Alors, question plus générale de terminologie, peut-être pour Sophie Thomas. L'expression aérosol semi-volatile ne me semble pas pertinent et n'est pas usuel, il me semble, ça c'est Ludovic Tuduri qui nous le dit, des composés chimiques sont volatiles ou semi-volatiles et ils se partagent éventuellement entre phase gaz et phase particulière aérosol. J'ai l'impression que ça peut créer de la confusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, bonjour Ludovic Tuduri. Oui, alors peut-être, je ne vois pas trop où peut se situer la confusion. Ben, c'est vrai qu'on va classer les... Je pense que la question vient surtout du fait que la volatilité va dépendre des conditions environnementales, de la température, de la pression, et que du coup, les classer en aérosol semi-volatile, ça le perturbe peut-être un peu. Mais je pense que c'est une facilité à parler d'aérosol, notamment lorsqu'il faut aller faire les mesures sur le terrain, et on comprend plus facilement qu'on est confronté à deux phases plutôt qu'à une phase particulière et une phase gazeuse plutôt qu'à une seule phase. Donc je suis désolée si ça crée de la confusion chez certaines personnes. Mais il n'y en a pas pour vous. Monsieur Langlois, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Je vous ai vu prendre votre micro. Non. Question pour Marion Kersbulk. Y a-t-il une liste détaillant les VLEP ou VLCT? Qu'est-ce que c'est que les VLCT, valeur limite? Court terme, qui sont définis sur voilà, un pas de temps de 15 minutes. Pour les aérosols. Alors, vous pouvez répéter. Est-ce qu'il y a une liste qui détaille ces VLEP et ces VLCT? Alors, les substances chimiques qui font l'objet de valeurs limites d'exposition professionnelle proposées par l'agence sont décrites sur notre site internet. Et puis, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation, il y a aussi des valeurs limites d'exposition professionnelle qui existent pour un grand nombre de substances chimiques qu'on peut trouver aussi dans des documents INRS. Je ne sais pas si ça fait partie de la documentation. Dans les ressources, mais effectivement, il y a une toute nouvelle base de données sur le site INRS qui a été ouverte, je crois, en octobre, hein, toute récente, où vous avez un outil de recherche, effectivement, des valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors, question complémentaire pour vous deux, toujours, Dilam El Koulali. S'il n'y a pas de VLEP pour ce type de produit, à quoi on peut comparer les résultats de la métrologie? Ben oui, parce qu'on a les résultats, et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Alors ça c'est une vraie bonne question. Et ben, je vais laisser... Monsieur El Koulali, c'est vous donc qui avez la vraie bonne question. Aura-t-on une vraie bonne réponse? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, bonjour, nous dit Ilham El Koulali. S'il n'y a pas de VLEP pour ce type de produit, à quoi on peut comparer les résultats de la métrologie?
Bon, après, le cœur de métier de l'ANSES, c'est de faire une évaluation des risques. Et comme je vous le disais, pour ces composés-là, nous, on va même chercher à prendre en compte les différentes voies et sources d'exposition. Donc là, pour comparer à une VLEP, on se limite à l'exposition via l'air. Après, je sais que dans le cadre d'autres ateliers de l'INRS auxquels j'ai participé sur justement la contamination surfacique, il était proposé comme moyen d'interprétation de se baser sur des référentiels sur justement la connaissance qu'on a de la contamination surfacique dans les environnements professionnels. Oui, tout à fait. Enfin, Monsieur Langlois. Je récupère la patate aussi. Oui, effectivement, aujourd'hui, en l'absence de données précises sur des valeurs limites peut-être qui seraient différenciées selon la phase particulière et gazeuse, je dirais que par défaut, il vaut mieux prendre la valeur limite qui existe et puis considérer que toutes les contributions sont celles liées au gaz, à la vapeur, au mélange des deux et aussi au prélèvement surfacique. On peut retrouver une exposition par cette voie-là. Toujours pas de questions dans la salle? Ah si, voilà, on a 2 mains qui se lèvent. Monsieur et puis ensuite madame. Voilà, je vous laisse le micro, vous vous présentez monsieur. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Louis Charles, je suis étudiant en licence pro QHSSE à l'IUT Sénart-Fontainebleau UPEC. Et du coup, ma question, c'est au niveau de la métrologie. Quand on fait l'analyse... par exemple, quand on va faire un prélèvement pour analyser les risques qu'on a pu identifier, est-ce qu'on adapte en fonction du risque ou on va adapter la métrologie à la situation? Enfin, on va adapter le prélèvement à la situation plus qu'à la réglementation. Oui, effectivement, c'est ce qui fait aussi, je dirais, le métier de préleveur. Hein, c'est l'analyse d'experts, l'avis d'experts qu'il faut apporter à la situation. On a le choix des substances hein, dans la stratégie, le choix des substances, les conditions du prélèvement hein, qui vont fixer à la fois la durée, les débits de prélèvement, etc., l'utilisation de la méthode. Et je pense qu'effectivement, en l'absence de réglementation, il vaut mieux se baser sur ces paramètres d'observation du procédé et de l'évolution du salarié dans son environnement professionnel que sur des valeurs limites qui n'existent pas aujourd'hui. Question de madame. Madame étudiante également? Oui, Oui, dans la même classe même formation. que D'accord. Louis. Parfait. Je m'appelle Malika Azoug et j'aurais une question concernant les purificateurs d'air qu'on peut retrouver chez certains fabricants d'électroménagers comme Dyson par exemple. J'imagine qu'ils utilisent des filtres, comme vous avez parlé, des filtres des FAP pour purifier l'air, mais ils viennent souvent avec une application qui va évaluer en fait la qualité de l'air. Et comme vous nous avez parlé qu'il n'existait pas encore de réels appareils de mesure, je m'interrogeais sur la véracité des informations qui nous donnent via ces applications. Vous faites allusion aux épurateurs d'air qu'on retrouve dans les bureaux, Oui. etc. Oui, effectivement. Donc, en fait, il y a plusieurs technologies. Déjà, ils sont tous, la plupart basés sur l'utilisation de filtres à particules, donc qui vont collecter les particules. Et effectivement, on va retrouver donc les problèmes qui ont déjà été évoqués de relargage de vapeur pour les composés à semi-volatilité. Et dans l'exemple que j'ai fourni, c'est effectivement, on a aussi des procédés avec des technologies d'oxydation par catalyse ou non, qui sont susceptibles de produire des oxydants comme de l'ozone. Et ces produits peuvent interagir, comme je l'ai montré, comme ça a été montré, avec certains types de composés organiques volatiles, pour fabriquer des produits secondaires, notamment des aérosols, qui n'étaient pas prévus initialement. Donc voilà, donc vous avez des combinaisons qui peuvent faire qu'on peut avoir une production de polluants qui n'étaient pas prévus. D'accord. Donc, la question de madame, plus précisément, dans un Dyson, par exemple, il n'y a pas d'ozone. Alors dans un Dyson, la promesse n'est pas tenue. je pense qu'il y a juste un filtre à particules. Voilà. Et donc là, il n'y aura pas de souci. Mais là, il y a des technologies plus complexes avec des plasmas froids ou de la photocatalyse. Et là, ça peut amener à la production de sous-produits qui peuvent avoir des toxicités parfois problématiques. Merci. Mais alors, ma question, elle portait plus sur est-ce que on est en capacité de détecter. Je donne un exemple comme ça. Dans ces purificateurs d'air-là, si par exemple on va utiliser un sèche-cheveux, j'imagine
j'imagine que les produits qu'on peut avoir sur nos cheveux peuvent se volatiliser au contact de l'air chaud. Et en fait, on va avoir un graphique justement sur ces types d'applications-là qui va montrer une croissance de la mauvaise qualité de l'air. Et c'est pour ça que je m'interrogeais sur est-ce que ces données-là sont quantifiables, étant donné que vous nous avez parlé de la difficulté à analyser l'air. Alors, moi, ce que j'ai rencontré, c'est qu'il y a des épurateurs d'air qui ont intégré des petits capteurs low cost, hein, qu'on appelle les capteurs low cost, qui permettent de faire un suivi, par exemple, de la concentration de particules dans l'air ambiant. Donc, il y a un indicateur de qualité de l'air qui est fourni, mais que pour la phase particulière. Pour la phase vapeur, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de développement en ce sens. De façon plus générale, en regard de ces polluants particuliers, on peut mettre des techniques d'épuration ou de filtration de l'air particulières en œuvre. Alors, si on revient aux épurateurs d'air intérieurs dont on parle, effectivement, on va pouvoir éliminer la phase particulière, mais après, effectivement, va se poser la phase vapeur qui est rarement traitée. Bon, il y a aussi des systèmes qui incorporent des charbons actifs qui permettent de compléter l'épuration. Madame, étudiante également, Oui, c'est même ça. formation, je vous écoute. Aravna Banyama. Et donc, ma question, mon interrogation, c'est dans la mesure où on a toujours un relargage des particules et du fait qu'il n'y a pas de valeur limite en produits de VLEP, pardon. On est d'accord que les salariés ne sont toujours pas protégés en fait par rapport aux aérosols. Dans ce cas, si un salarié développe un cancer, est-ce que c'est considéré comme une maladie de travail, enfin un accident de travail? C'était ça que je voulais savoir en fait. Alors oui, il y a deux volets dans votre question. Il y a à la fois l'évaluation, ce qu'on est capable de faire en termes d'évaluation de l'exposition. Effectivement, si on n'est pas capable de le faire, c'est difficile d'objectiver l'exposition. Dans ce cas-là, c'est compliqué. Et puis il y a l'aspect protection, c'est-à-dire captage, qui sont basés sur le même principe que l'analyse, mais voilà, c'est pour l'épuration de l'air. Donc effectivement, dans les deux cas, si on n'est capable ni d'évaluer correctement, ni de protéger le salarié, dans ce cas-là, s'il y a une exposition, elle va conduire à une reconnaissance de maladie professionnelle, évidemment. Mais bon, c'est difficile à l'objectiver si on ne sait pas le mesurer. Est-ce que les entreprises, ils acceptent, je ne sais pas s'il y a déjà eu des cas comme ça, mais est-ce que l'entreprise va accepter le fait que ce soit considéré comme un accident de travail, par exemple? À partir du moment où la maladie professionnelle est reconnue, effectivement, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Monsieur le Président, un complément de réponse ou une question? Bernard C'est une Salengro. question dans le même esprit. Compte tenu que l'ANSES est maintenant en charge de l'instruction des tableaux de maladies professionnelles et qu'on a un appareil pour mesurer les aérosols semi-volatiles, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de l'ANSES pour introduire la mesure des aérosols semi-volatiles dans certains tableaux? Alors, aujourd'hui, les tableaux de maladies professionnelles se basent sur différentes caractéristiques qu'il faut renseigner. Il y a justement la partie diagnostic, comment on désigne la maladie en lien avec l'exposition professionnelle, et une liste de travaux exposants qui peuvent être limitatives ou juste indicatives. Et je ne crois pas, pour le moment, on s'inscrit dans cette philosophie des tableaux de maladies professionnelles et on a étudié un certain nombre justement de couples, substances chimiques et pathologies telles que le cancer. Et un de nos derniers travaux a porté sur l'exposition aux pesticides et le lien avéré de développement de cancer de la prostate. Et donc aujourd'hui, un employé qui a été exposé aux pesticides peut faire reconnaître ce type de maladie professionnelle. Question sur le règlement REACH. C'est Ferdinand Enoma qui la pose. Est-ce que REACH traite des semi-volatiles? REACH, c'est la réglementation européenne sur les substances chimiques au sens large. Et par exemple, moi, sur l'exemple des perturbateurs endocriniens, REACH
vise, dans le cadre de son évolution en cours de discussion, à prendre en compte ce type d'effet dans le cadre de sa réglementation. Toujours Monsieur Langlois, on lui tend toujours le micro en espérant qu'il y ait un complément de réponse. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur REACH? Non. Alors, je continue dans les questions. Il y en a beaucoup sur le chat. Merci à vous. Vous pouvez continuer dans la salle également. Sylvain Etiamble, en fabrication additive, la caractérisation d'aérosols semi-volatiles est confirmée avec des phases particulières très fines, voire ultra fines. Or, les équipements ne sont pas systématiquement proposés à la conception avec des moyens de filtration. En outre, comme évoqué, les filtres ne sont pas efficaces, notamment pour les phases vapeur des semi-volatiles. Enfin, les machines 3D sont proposées dans des formats compacts en machines de bureau. N'est-ce pas une aberration en termes de prévention de ces risques? Point d'interrogation, Monsieur Bémer. Bon, effectivement, il y a un peu tout dans la question, y compris la réponse. Effectivement, ce sont des particules ultra fines. Il n'y a pas de système intégré d'assainissement, en tout cas sur les petites machines. La phase vapeur, à ma connaissance, n'est pas prise en compte, mais en fait, on pourrait y réfléchir en intégrant des systèmes par absorption. Alors, Monsieur Etiamble a une autre question pour vous, donc je continue si vous voulez bien. Quelles sont les conditions d'émission des ASV type HAP pour l'usinage des métaux? On en parlera d'ailleurs cet après-midi. Ne faut-il pas des conditions extrêmes, température élevée, alors au-delà de 800 degrés avec rougeoiement des copeaux par exemple, et une typologie particulière des fluides, huiles entières, huiles de coupe entière? Merci pour vos précisions. Alors là, je crois que je vais bouter en touche. Je pense que entre vous deux, la réponse est là en tout cas. Ouais. Alors, un élément de réponse, c'est vrai que la formation des HAP nécessite, il faut plusieurs éléments. Il faut la présence de certains hydrocarbures précurseurs de ces HAP, et on va les trouver dans certains fluides de coupe, de fluides d'usinage qui sont utilisés. Et il faut effectivement de la température. Alors, naturellement, il faut de la température, mais on a aussi des effets de catalyseurs qui peuvent être mis en œuvre avec la présence de certains métaux qui vont favoriser la fabrication, la synthèse de ces HAP à plus basse température. Donc c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est visible d'ailleurs dans certains fluides de coupe qui sont usagés, la présence de HAP qui n'était pas forcément présent au départ quand le fluide est propre. Je ne sais pas si Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Question de Vanessa Lamotte. Pouvez-vous nous repréciser si les procédés d'extrusion produisent des CMR, les injections, importance pour notre suivi et déclaration, on dit en SIR, je crois. Je ne suis pas familière de vos termes. CIR, c'est ça? Merci de me corriger. Donc, important pour nos suivis et déclarations en CIR. Là, vous les avez collés, Madame Lamotte. Merci beaucoup. Monsieur Langlois. Alors, pour le coup, là, je ne sais pas, je vais me retourner vers des collègues. Je ne sais pas. Alors, il existe notamment un outil qui est sur le site de l'INRAS, qui sont les fiches d'aide au repérage, justement, pour ces produits cancérogènes. Alors, je ne sais pas s'il y en a une concernant cette activité-là. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse? On fait un petit signe non de la tête. Donc, voilà. Mais effectivement, je pense que c'est important d'aller chercher ces informations. Alors, d'un point de vue bibliographique, déjà, est-ce que la possibilité que ces produits soient présents, effectivement, ça a probablement été documenté. Et ensuite, là aussi, il faut l'objectiver par des mesures pour être sûr qu'il y a des expositions. Monsieur Etiamble vous dit merci. Donc, c'est que vous avez répondu à ces questions. Une dernière question sur le chat, si vous en avez encore une dans la salle. Vraiment, n'hésitez pas. Question de Laurent Desronnes. Pour rebondir sur la question des équipements purificateurs générant de l'ozone. Donc, Monsieur Bémer, je pense que c'est pour vous. Quid du formaldéhyde? On parle de purification d'air, mais on sait que les réactions secondaires peuvent régénérer des composés dangereux. Une position des organisations, de l'ANSES par exemple, ce sera pour Madame. Oui, effectivement, il y a des systèmes par photocatalyse qui peuvent contribuer à la formation de ces produits secondaires, notamment le formaldéhyde. Donc c'est effectivement le problème de ces épurateurs qui intègrent des technologies de type photocatalyse ou plasma froid. Est-ce que vous travaillez sur ces questions, Madame? Alors justement, tout à l'heure, je voulais prendre le micro, mais on est passé à la question suivante et je voulais justement, en complément des réponses
de Denis faire part de l'expertise qu'a réalisée l'ANSES sur ces systèmes d'épuration d'air. Donc on s'était intéressé à des systèmes émergents qui reposent sur des techniques comme la photocatalyse telle qui vient d'être mentionnée. Et ce qu'on avait indiqué dans le cadre de notre expertise, c'est qu'aujourd'hui ces dispositifs sont évalués principalement dans des conditions de laboratoire et qui justement caractérisent le traitement de certains polluants, et on a une documentation justement qui montre bien la génération d'autres composés tels que le formaldéhyde. Et donc aujourd'hui, il manque vraiment de données d'utilisation de ces produits en conditions réelles pour savoir si ces dispositifs d'épuration peuvent permettre d'améliorer la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. On voit, madame, que c'est un champ de recherche immense, qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. Qu'est-ce qu'il manque, selon vous ? Justement, des études en conditions réelles où on mesure la qualité de l'air avec des dispositifs de prélèvement et qu'on regarde quelle était la situation, quels étaient les niveaux de concentration pour une diversité de composés, et qu'on voit si ces dispositifs, dans le temps, apportent vraiment une évolution de la qualité de l'air. Or, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui disponible. Madame, vous avez une question. Je vous laisse vous présenter. Anne-Estelle de Boissaison, Société Grise. C'était toujours une question pour l'ANSES. Vous nous avez parlé tout à l'heure des VGPI, et je voulais savoir, pour le coup, parce que sur la poussière, c'est quand même un peu le flou entre le Haut Conseil, l'OMS, et est-ce que vous avez... Il y a un rapport qui date de 2019, je crois, il y a quelques temps. Oui. Quel est le planning final en termes de VGPI pour les poussières ? Alors effectivement, vous mentionnez une expertise qu'on a publiée en 2020 sur l'exposition de la population générale aux poussières sédimentées. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'on a recommandé d'élaborer des valeurs guides dans les poussières intérieures. Bon, l'agence justement s'est lancée dans ce travail et a identifié aussi des substances d'intérêt pour lesquelles il serait pertinent de proposer ce type de valeurs. Donc on étudie le plomb et la famille des phtalates. Donc ces travaux sont en cours. On vise une publication de ces travaux au cours de l'année 2023. Une autre question, une dernière question dans la salle ? Non, vous avez posé toutes les questions que vous deviez poser. Dans le chat, c'est pareil également. Mais écoutez, je vais remercier Sophie Thomas, Denis Bémer, merci à Eddy Langlois et grand merci à Marion Kersbuck d'avoir répondu aussi franchement à toutes vos questions.